Bienvenue au rendez-vous. Le numéro de ce soir reçoit pour vous Yannick Baouma, qui est à la fois juriste et défenseur de droits humains. Vous le savez, parce que c'est un secret de Polichinelle, la partie orientale de la République démocratique du Congo continue de faire l'objet de gens qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, j'ai envie de dire, de projets macabres de balkanisation que la République démocratique du Congo est en train de refuser à corps et à cri. C'est une histoire qui date depuis le début des années 90, ça fait plus de 30 ans que cette histoire existe. Lorsqu'on parle guerre, lorsqu'on parle affrontement, il y a bien évidemment des abus en ce qui concerne les droits humains. Voilà pourquoi on le reçoit, histoire de revenir sur ce qui se passe dans la partie orientale du pays, mais aussi et surtout de manière générale ici en République démocratique du Congo. Yannick Baouma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est pour moi un plaisir d'être accueilli dans ce beau cadre de l'antenne A. Une première que l'on vous reçoit, quels sentiments vous animent déjà? Je suis très content d'être reçu ici. C'est un défi également parce que nous devons parler, nous devons dénoncer et nous savons que nous sommes dans un pays qui tous les jours on essaie d'avancer en matière de violation des droits humains. Donc c'est un sentiment de joie, mais également ce qui se passe dans le pays actuellement. Nous sommes attaqués, il y a des agressions, il y a des violences. C'est aussi avec un sentiment de regret que nous sommes là et on va essayer d'en parler et voir ce qu'on va en ressortir comme résolution. D'entrée des jeux, nous aimerions savoir, est-ce qu'en République démocratique du Congo, on peut aussi parler de droits humains? Oui, on peut. Sur le plan formel, sur le plan légal, on peut parler du droit humain, mais en pratique, ça on va en savoir. Est-ce que ça existe aussi? Ça existe. Parce que, vous savez, hein, ça peut sembler, je pourrais dire, utopique, parler de droits humains en République démocratique du Congo avec ces qu'on l'envoie. D'ailleurs, le gouvernement passé, je veux dire le gouvernement Sama, il y avait un ministre, Fabrice Pouela, qui avait toujours des problèmes avec sa collègue de la justice. Alors la ligne de démarcation existe où entre les droits humains et la justice? Justement, il y a une très très grande différence. Si on peut parler sur le plan politique, par exemple avec la nouvelle ministre, et se nomme Excellence Chantal Tchambou Vita, et le nouveau ministre même de la Justice, on peut se rendre compte que le ministère des Droits humains, c'est un ministère conseil du gouvernement. C'est un ministère de jumelage. Parce qu'en même temps, vous faites partie du gouvernement, mais en même temps, vous êtes les lanceurs d'alerte. À chaque fois qu'il y a violation, on vient toquer, on dit, hé les gars, là il y a violation, on doit réparer le vite fait possible. Et même le ministère des Droits humains observe, promouvoit, protège les droits humains et met en place même des mécanismes de protection. Mais c'est maintenant au ministère de la Justice, parce qu'ils sont collègues, ils doivent collaborer ensemble. Et voilà, faites votre travail, organisez des poursuites. C'est ça. Est-ce que différents cas recensés ça et là en République démocratique du Congo, on parle d'abord de manière claire de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe là-bas, est-ce réellement des cas de violation de droits humains? C'est des violations graves de droits humains, ce qui se passe à l'est. On en parle, on condamne tous les jours et c'est grave. On va avoir le temps de dénoncer, on va les dire clairement ce qui se passe. Il y a plusieurs violations, c'est des violations graves de droits humains et il n'y a même pas les mots pour les qualifier. Alors, ce qui s'y passe, c'est nous, en réalité, la République démocratique du Congo, qui ne savons pas communiquer dessus, ou bien c'est les Nations Unies ou bien le monde qui est en train de zapper notre démarche? Le Congolais, parce que les violations, si on parle même de la guerre a daté depuis, a commencé depuis, ça fait plus de 30 ans. Et tout le monde aujourd'hui dénonce le silence de la communauté internationale face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, il y a un génocide, il y a plus de 100 000, il y a des millions, il y a des milliers de familles qui sont des enfants qui n'ont plus accès à l'éducation. Il y a autant d'orphelins, il y a autant de femmes violées. Et c'est un combat pour nous. C'est-à-dire on doit continuer. Ok, il y a un silence, mais on ne doit pas se limiter qu'à ça. On doit fournir des efforts, on doit continuer. Et actuellement, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des avancées même, quand on commence à se rendre compte que la communauté internationale, s'est réveille et s'est dit non, on ne doit pas tourner les doigts ce qui se passe en République démocratique du Congo, on doit condamner. Et voilà, je pense que nous sommes sur la bonne voie et on doit continuer. Si je m'attelle à ce que le ministre Bemba a dit tout récemment, je crois dans le Bandundu, je parle de l'ancien format, il dit il y a eu plus de 9000 morts. Vous voyez, alors lorsqu'on tue, on pille, on casse, parce qu'il y a, j'ai suivi les témoignages également d'une fille qui dit qu'elle a été violentée au devant de ses parents. Et ses parents, on les a obligés de faire des choses
que l'on essaie d'irriter au devant de nos caméras, parce qu'il y avait les armes dans la tempe. Exactement, voilà pourquoi il y a plusieurs activistes et défenseurs des droits humains qui disent que nos agresseurs utilisent le viol comme arme de guerre. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par le viol comme arme de guerre? C'est parce qu'on sème la terreur. On sait qu'il y a une communauté qui vit dans un territoire donné et on viole toutes les femmes. On oblige même les enfants à violer leur mère. On sème la terreur. C'est déjà énorme parce qu'on sait prochainement, quand on va venir, vous ne saurez pas revendiquer vos droits. On va venir, on va piller nos richesses et on ne saura pas réclamer. C'est pour ça qu'on qualifie le viol en République démocratique du Congo comme une arme de guerre. Et forcément, on doit dénoncer ça et il faut que les responsables puissent répondre de leurs actes. C'est une violence et le monde international, la société internationale, toute la communauté ne doit pas tourner le dos à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et surtout avec les jeunes filles, ça donne l'impression comme s'ils sont, lorsqu'une femme se fait violer et dans la société, elle devient comme... un citron déjà dont on a tiré les jus et puis elle ne reprend plus rien. Malheureusement, la femme, elle est victime de ce qui se passe. Justement, elles sont victimes de ces genres de violences parce que premièrement, quand on est femme, c'est ta dignité qu'on vient de violer. On vient de voler, on vient d'arracher ta dignité et je ne vois pas. Voilà même pourquoi le viol est souvent impuni en République démocratique du Congo parce que les femmes, elles ont peur de dénoncer. Quand elles dénoncent, elles ont peur maintenant du représailles. Quand elles ont peur du représailles, ça devient... comme on peut le dire, ça devient énorme, les violences sexuelles. Et voilà pourquoi ce qui se passe même à l'Est, à Goma actuellement, occupé par les rebelles du M23, ce qui se passe, c'est ça, et c'est ce que les gens dénoncent. Il y a des violences sexuelles et personne n'en parle. Et même quand tu essaies d'en parler, dans une zone comme ça, il y a impossibilité même d'en parler. Parce qu'ils utilisent la terreur comme leur manœuvre pour s'aimer les troubles. Et c'est difficile. Alors lorsque l'État n'a pas la main mise dans ces terroirs-là, c'est-à-dire je fais référence à la province du Nord et Sud Kivu, c'est-à-dire il y a une moitié, sinon une partie qui est gérée par la rébellion ou le rebelle. Alors comment est-ce que les gens peuvent revendiquer du moment où ils savent que ici nous avons affaire aux rebelles? Oui, justement, et là même je salue le ministère des Droits Humains avec son excellent Chantal Tchamoumavita qui essaie de documenter. On essaie d'entrer en contact, ça je ne vais pas dire ouvertement, on essaie d'entrer en contact avec tous les défenseurs des droits humains qui sont sur place parce qu'on doit protéger aussi nos sources pour ne pas les mettre en danger. Et, ouais, exactement. On essaie d'entrer en contact avec eux, de nous dire et nous révéler ou faire des rapports sur toutes les formes de violence de droits humains qui sont en train de se poser. Comme hier, personnellement, j'ai reçu un message comme quoi on a arrêté, où il y a des jeunes recrutements forcés dans l'armée ces derniers temps qui se passent à l'Est. On essaie de le voir tout le temps sur des réseaux sociaux. Les gens communiquent sur ça. Et on essaie de voir l'âge, l'identité complète de la personne. On essaie d'avoir le motif d'arrestation. Quand est-ce qu'on l'a arrêté et c'est depuis quand. Après, chacun va devoir prendre ses responsabilités à main et on va documenter tout cela. Et vous l'avez vu récemment, il y a même le procureur de la CPI qui a été invité ici en République démocratique du Congo, qui a dit vouloir créer un tribunal international en République démocratique du Congo. Mais en dehors de tout cela, j'espère qu'on va parler des mécanismes, parce que vous l'avez souligné tout le temps, qu'est-ce qui se passe quand l'État n'a pas une main mise? Parce qu'on doit savoir que les droits, on va parler là du droit international humanitaire, par exemple, le droit et les droits de l'homme. C'est le droit international humanitaire, même c'est un cadre qui essaie de réglementer l'interdit, la guerre. On sait que la guerre n'est pas bonne. La guerre, elle sème beaucoup de désolation, mais on essaie d'encadrer ça. Parce qu'on sait que dans l'idéologie du monde, les États vont toujours se conquérir, vont vouloir toujours se conquérir. Et voilà, on vient maintenant réglementer la guerre. Et quand on réglemente la guerre, il y a la Convention de Genève qui essaie de protéger les civils qui ne participent pas aux hostilités. Est-ce que cela est respecté par les agresseurs à l'est de la République démocratique du Congo? Alors aujourd'hui, si on doit lister, vous avez recensé déjà combien de cas de violation, parce que vous avez parlé de violation grave de droits de l'homme ou de droits humains? Actuellement, je ne vais pas les dire. Mais nous avons des chiffres qui ne cessent d'augmenter du jour au lendemain. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, il y a des violations graves de droits humains.
Là, vous faites référence à quelle province? Du nord, du sud ou bien? Les deux, en tout cas, la partie occupée par les rebelles actuellement, parce que la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo est centrée sur la partie occupée. Il y a des violations, il y a eu des violations graves dans des camps déplacés qu'on a cessé de dénoncer tout le temps depuis 2022, depuis que la guerre a commencé à Bunagana, que ce soit dans des zones occupées, dans les camps de Kanyaruchinya, dans les camps de Mugunga. Il y a par semaine, il y a des rapports des experts ou autres défenseurs des droits humains qui te disent que par semaine, il y a plus de, je peux dire, des 60 femmes violées par semaine. Alors si on essaie de recenser avec le temps que cette rébellion a déjà mis dans ce coin, on peut dire que journellement, s'il y a 60, on essaie de multiplier par les temps et ça nous donne au-delà de 300. De 300, même des 6000. Parce que il y a un rapport, j'avais lu sur Jeune Afrique, je vais peut-être vous trouver ça après l'émission. On parle de 6000 femmes qui ont été violées en moins de 2 semaines. Alors en moins de 2 semaines, en moins de 2 semaines. On viole 6000, c'est-à-dire si on essaie d'éditionner, c'est que c'est gravissime. C'est très grave et voilà, on ne peut pas se taire face à ça. Alors ceux-là qui viennent dénoncer, par exemple, ceux-là qui fuient, et comment est-ce qu'ils sont traités? Je fais référence à toutes les victimes, bien entendu. Quand ils fuient, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une femme violée qui vient dénoncer, et quelle est la démarche qui suit juste après la dénonciation de ces dernières? Ça encore c'est très grave. Ça encore c'est très grave parce que voilà même pourquoi elle ne dénonce pas. Je vais parler d'un cas que j'ai connu personnellement, je ne vais pas juste mentionner le nom de la personne. C'est une dame, elle était domestique à la maison et elle était muette, c'est-à-dire elle ne parlait pas. Et les jeunes du quartier ont abusé d'elle. La femme, elle essaye d'aller porter plainte. Quand l'OPJ regarde la femme, l'OPJ dit, mais madame, vous pensez sur toutes les belles femmes qu'il y a au monde, sur toutes les belles femmes qu'il y a dans ton quartier, on peut t'attaquer toi. Tu vois cette discrimination. C'est-à-dire même au niveau de notre justice, on doit justement sensibiliser même les acteurs de la justice pour leur dire que non. La femme c'est la première victime, la femme et l'enfant c'est la première victime de toutes ces atrocités qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo en général. Et on doit vraiment les soutenir. Et encore que surtout, si on devait tabler sur ça, on y mettrait toute la journée. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, même lorsqu'on vient interpeller quelqu'un, c'est compliqué. On les tracasse, on retire ses téléphones, ses biens, et on fait tout ce qu'on veut. D'ailleurs, au départ, quelqu'un te dit « je viens t'arrêter ». Du moment où la personne n'a même pas été au devant de son juge naturel. Et on ne te dit même pas le motif de ton arrestation. On vient directement, on t'embarque, on te prend, on te met au devant de Kabassé et on t'amène là où ils veulent. Et puis du coup, si vous n'êtes pas, je dirais, regardant, et on vous dit payez autant d'argent, et si vous ne payez pas, la personne ira. Vous êtes trop sage, vous utilisez des mots techniques, mais il faut les dire clairement. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, si vous n'avez pas de contact, si vous ne connaissez pas une personne d'influence, on va vous prendre tout. C'est-à-dire, on doit vraiment travailler sur ça. On doit sensibiliser nos populations, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit nos militaires, que ce soit nos enseignants. On doit même, je pense, on doit même réformer l'éducation sur ça et montrer que le droit de l'homme, c'est un droit fondamental qui doit vraiment être respecté. Mais alors, que faites-vous alors des hommes en uniforme, par exemple? Comment? Les hommes en uniforme, je fais référence aux policiers, militaires et tout ce qui va avec. Encore que lorsqu'on parle arrestation en République démocratique du Congo, c'est-à-dire on dit interpellation. Lorsqu'on s'est dit dans le schéma des pensées des Congolais, au lieu de dire interpellation, on dit arrestation directement. Et lorsqu'on vient arrêter quelqu'un, c'est genre une scène hollywoodienne. C'est-à-dire on vient, on rafle tout. Alors, qu'est-ce qui est mis en branle pour que ce genre de comportement ne puisse plus exister dans le chef des hommes en uniforme? C'est là le problème. Oui, justement, mais comme je l'ai dit, au fait, au ministère des Droits humains, on documente, on dénonce et on dit, comme je l'ai dit, c'est un ministère conseil. On va au ministère on appelle le ministre de l'Intérieur par exemple, on lui dit, et voilà, il faut parler avec tes hommes. Essayer de réglementer ça parce que le ministère doit dénoncer toutes les formes de violations. Et au-delà même du ministère, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui dénonce et d'autres activistes. Et au-delà même, ces derniers temps, on voit même sur les réseaux, il y a la population qui n'est pas d'accord. On dénonce et que chaque autorité prenne ses responsabilités à main. Et on espère en tout cas, parce que je ne sais pas si les arrestations sont toujours pareilles il y a 5 ans. Est-ce que vous vous limitez seulement à dénoncer
à faire de la pédagogie, mais ça dit sur le terrain, on voit autre chose. Qu'est-ce qui manquerait, par exemple, au ministre ou à la ministre, parce qu'actuellement c'est une dame, de suivre le cours du dossier jusqu'à la fin? Ça ne le manque pas, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est juste qu'à un certain moment, on ne peut pas peut-être les révéler parce qu'il y a aussi le droit de la défense, tout ça. Ici, c'est une très longue procédure. On sait en justice, en République démocratique du Congo, le nombre qui s'en prend, surtout en matière pénale. Et on voit même le nombre des dossiers qu'il y a. Mais on essaie de suivre, surtout nous, on s'est rallié plus du côté de la victime. Soutenir la victime, le visiter en prison, lui dire qu'est-ce qui manque, vous avez besoin de quoi. Parce que dossier affronter la justice, on va pas se dire, on ne peut pas aussi s'ingérer dans la matière de la justice, mais on doit soutenir la victime, soutenir sa famille, aller voir ses enfants, aller voir sa femme, qu'est-ce qui se passe, comment vous vivez, est-ce qu'on pose en tout cas maintes questions. Et j'espère qu'on ne va pas se dire qu'il n'y a pas de violation des droits humains en République démocratique du Congo. C'est intellectuellement pas honnête. C'est à mi-chemin, mais on essaye en tout cas de braver la peur. Parce que voilà, c'est risqué aussi. C'est risqué aussi. Dénoncer toutes les formes de violation, c'est vraiment risqué. Voilà pourquoi on essaie aussi de braver la peur. Et on avance petit à petit. On espère en tout cas, dans les jours qui viennent, que la République démocratique du Congo puisse trouver sa dignité et surtout son citoyen. C'est risqué, là vous parlez, c'est risqué pour le ministère de faire ce genre de démarche, ou bien pour les activistes de droits humains, ou bien la victime en ce moment-là qui aura peur de son bourreau. Ouais, je dis c'est risqué parce que là je pars du côté social. Du côté social, on sait que même pour les défenseurs des droits humains, ça se passe en tout cas dans plusieurs communautés, dans plusieurs provinces. Tu viens, tu dénonces et on t'arrête. Parce qu'on doit s'aimer la terreur. Ça surtout, j'ai cadré ça, par exemple, c'est ce qui se passe à l'Est ces derniers temps. Il y a une chasse à l'homme contre les défenseurs des droits humains, les activistes des mouvements citoyens. Plusieurs activistes des mouvements citoyens qui sont à Goma, à Lucha, ils se cachent actuellement. Et à tout moment, ils nous appellent au ministère des droits humains. Ils appellent au ministère des droits humains pour dire ici nous souffrons. Et on doit faire tout, soit pour les faire sortir de la ville, ou soit pour trouver comment rester toujours caché, mais veiller à ce que sa famille se porte très bien. Et c'est vraiment une lourde responsabilité. Alors, je vous prends au mot, vous avez parlé de la cellule carcérale. Si on doit parler de ceux qui sont en prison actuellement, mais ça serait autre chose, parce que là-bas, il y a une surpopulation dont on ne sait dire ici à la télévision. Vous êtes déjà arrivé de faire un tour à la prison centrale de Makala? Oui, on a fait, et voir clairement ce qui s'y passe. Ouais, dernièrement, quand il y a eu tentative d'évasion, on a fait un tour avec, Dieu merci, j'étais dans l'équipe qui avait accompagné la ministre des Droits humains. Et on a dénoncé cela. Et on a essayé même de faire des plaidoyers pour trouver toute la démarche que le gouvernement a entreprise ces derniers temps. Il y avait une surpopulation en prison. Voir comment libérer, comment... Même au compte-gouttes que la prison puisse être un peu aérée. Oui, c'est ça. On a pensé peut-être d'autres prisons. C'est ça, on a essayé ces démarches. Et ça aussi, je vais vous montrer un peu plus tard. Il y a eu même la prison pour enfants. Là, la ministre, elle était vraiment... Elle était triste quand on a vu la situation dont les enfants sont emprisonnés. On a fait des démarches, voir comment... Là, c'est sur ça qu'elle est en train de travailler. Comment construire d'autres endroits, parce qu'un enfant, on l'appelle même pas prisonnier, on l'appelle même pas détenu, on les qualifie il est en conflit avec la loi. C'est-à-dire, il a ses droits, ça reste un enfant. Et il doit être soutenu. Ok, il est en conflit avec la loi, mais qu'il soit très bien réinséré, qu'on change sa mentalité, qu'on l'éduque en tout cas, parce qu'il doit revenir dans la société et devenir un homme. Là, on est en train de faire référence à la prison centrale de Makala. Et plusieurs autres prisons. Au Congo, il y en a plusieurs. Et les conditions sont presque les mêmes. Ouais, voilà pourquoi c'est une très lourde responsabilité. Que mangent les prisonniers? Est-ce qu'ils se lavent? Est-ce qu'il a le droit de prendre des lèvres? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils sont même Internet? Est-ce qu'ils lisent? Parce qu'au moins, ok, on est en prison, mais on n'est pas en enfer. On a aussi nos droits. Est-ce que, cette question, je vous la pose parce que vous êtes au départ citoyen congolais. Quand ces gens-là sortent de la prison, alors quels sont les traitements réservés pour le compte, bien sûr, du ministère des Droits humains afin de changer le paradigme de leur vie ou de leur expression, si vous voulez? C'est justement ça. J'ai vu même plusieurs revendications sur les réseaux sociaux et en tout cas la majorité de la population congolaise ne soutenait pas les démarches de libération. Autant de prisonniers ont été libérés parce qu'on se disait, ok, quand on les libère comme ça, c'est quoi les suivis?
Est-ce que s'ils reprenaient, comment on saura? Est-ce que nous avons au moins une liste, est-ce qu'on sait identifier tous les prisonniers qui ont été libérés récemment dans des prisons? S'ils récidivent, ça sera quoi la suite? Est-ce qu'il y a une suite psychologique? Est-ce qu'il y a une réinsertion sociale? Si c'était un violeur, par exemple, on les libère. C'est quoi la suite? Il y a plusieurs questions qui n'ont pas malheureusement des réponses. Est-ce que aujourd'hui, je vous la pose clairement, de manière directe, un citoyen ou une citoyenne s'est fait violer? Je prends le cas précis. Ouais. Une dame s'est fait violer et elle n'a pas de moyens, elle est pauvre. Elle ne sait pas aller au-devant de... Elle ne sait pas ouvrir un procès parce qu'elle n'a pas de moyens. Ouais. Alors que fait en ce moment-là le ministère des Droits humains? Et que le bourreau est là en train de vaquer librement ses occupations. Ça, on ne soutient pas. Ce que le ministère des Droits humains fait, comme je l'ai dit, on s'est rallié directement aux côtés de la victime. Voilà pourquoi on organise plusieurs activités pour sensibiliser même les femmes à dénoncer. Parce que c'est là où aussi il y a le problème. Des fois on dit, ok, la justice ne marche pas, le ministère des Droits humains ne fait pas son travail. Mais non, ils essayent. Mais il faut maintenant sensibiliser la population, surtout les femmes, à dénoncer. Parce que ce n'est pas facile comme je l'ai dit. Et surtout, vous allez voir que dans plusieurs cérémonies ou dans plusieurs conférences ou ateliers de formation qu'on a organisés au ministère des Droits humains, il y a des femmes qui viennent te dire, moi, pour dénoncer, je dois parler de mon cas à une femme. Parce que j'imagine, un homme ne va pas comprendre ce qui se passe. Je dois parler à une maman de ce qui s'est passé réellement dans ma vie. Parce que devant un homme, je ne vais pas venir comme ça exposer, parce que c'est ma dignité au fait qui est en jeu. Et pour cette femme qui a été violée, nous, on l'invite au ministère et on organise des poursuites. Nous avons plusieurs cas que nous avons organisés, même dans des provinces. Et ça aboutit, et ça aboutit parce que dans des provinces, il y a aussi des gouvernements. Il y a les gouvernements provinciaux. La ministre des Droits humains au niveau national appelle le ministre des Droits humains ou en charge de droits humanitaires en province, suit ces dossiers et j'ai besoin de rapports. Et on a des dossiers tous les jours. Et vous recevez quel genre de feedback? Positif. Et on arrête le bourreau, par exemple, on l'incarcère et on répare la faute commise à la victime. Justement, on peut même donner des statistiques. Hein. On peut vraiment en tout cas, le passage qu'on a fait, c'est en termes de mois qu'on vient de faire au ministère des Droits humains. Et on peut donner maintenant, on peut donner des statistiques, montrer quels gens, on a maintenant combien de gens qui ont été arrêtés et combien ont vraiment répondu de leurs actes d'atrocité. Et maintenant, il y a plusieurs plaidoyers qui se sont passés. Je ne sais pas si vous connaissez le FONAREV. Le FONAREV qui est un fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire, il y a plusieurs statistiques et à un certain moment, depuis notre entrée, on était beaucoup plus centré à l'Est parce qu'il y a des graves violations, mais à plusieurs sorties, on a vu même ces fonds nationaux qui est sous tutelle du ministère des Droits humains, qui, en tout cas, ils réparent de viols. Et ils sont même en train de savoir, maintenant, ils sont dans la phase de l'identification, qui est victime. Parce que à force de réparer, les gens commencent à se dire, ah mais non, moi aussi je suis victime, mais maintenant qui est victime? Parce qu'on essaie même de réparer des violations des droits humains ou des violences sexuelles qui ont été opérées même avant l'entrée du président actuel au pouvoir, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. À la différence de Fabrice Albert Pouelard, nous avons aujourd'hui Madame Chantal Chambaud. Nous avons tendance à dire que la tension a un petit peu baissé parce qu'à l'époque, quand le ministre Pouelard y était, on sentait que les lignes bougeaient parce qu'apparemment, il y a eu même des échanges musclés entre le collègue ministre de la Justice et droit et celle de la Justice, parce qu'à l'époque, c'était Madame Mutomboros et son collègue des droits humains. Mais avec Madame Chantal, la participation, sinon l'apport du ministre, elle est frêlement perçue sur la place publique. D'ailleurs, je ne pense pas que plusieurs Congolais connaissent le nom de la ministre des droits humains. Justement, c'est un défi. C'est un défi, surtout quand on prend un ministère pareil pendant qu'un pays est agressé. Quand on dit ça baisse, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce qu'il y a plus de violations? Moi, en tout cas, dans mon coin, je sais que c'est sous le leadership de l'excellence Chantal Chambaud Mwavita que la RDC vient de remporter sa place au Conseil. On peut dire que c'est une continuité au nom du principe. Justement, je voulais en arriver, mais au nom du principe de la continuité de l'État, on salue même les efforts qu'a fourni l'ancien ministre au ministère des Droits humains, et nous continuons la démarche
nous continuons la démarche et tout ça c'est pour les citoyens congolais, au bénéfice des citoyens congolais. Justement, parce qu'on dit baisser, on voulait simplement dire de manière claire et simple que la ministre Chambour là-bas pas trop sur le terrain, à la différence de son prédécesseur. Le but, parce que cette émission a aussi un caractère pédagogique. Exactement. Le but de cette émission, c'est de changer le paradigme de l'entreprise. Le but est que, passez-moi le pléonasme, que les choses puissent changer, aller dans sa plus belle manière en République démocratique du Congo. On parle de la République démocratique du Congo positivement. Exactement. Je n'en disconviens pas. Là, je peux vous dire quelques réalisations. En tout cas, je vais citer vite fait quelques réalisations que la ministre elle a pu faire. Nous avons hâte à les écouter. La République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Maintenant, nous sommes membres du Conseil. Ça date je pense, du mandat passé. Mais pour la première fois, on a 170 voix. C'est-à-dire tous les pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont voté pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, sous l'élite toujours de l'excellent Chantal Tchamouma Vita, a su adopter à l'unanimité une résolution citant le Rwanda comme pays agresseur au Conseil toujours des droits de l'homme. Et c'était, je me rappelle, il y a même, c'est le ministre, le porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Muyaya, qui est parti, il a parlé au nom de la République démocratique du Congo, et la résolution a été adoptée unanimement. On peut parler hier, au moins on est en train de parler maintenant, hier, il y a une résolution qui a été adoptée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, condamnant cette guerre d'agression. Il y a plusieurs activités qu'on est en train de faire parce que, ne vous en faites pas, on a parlé à un certain moment ce qui se passe, les violations qui se passent en République démocratique du Congo avec le silence de la communauté internationale. On en a fait. Et voilà, on a affronté la communauté internationale. On a affronté la communauté nationale pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités en main. Et j'y salue, en tout cas dans quelques mois, avoir ce genre de résultats. Je vais vous dire, c'est pas tâche facile. C'est vrai, c'est un de résultats flatteurs. C'est pas du tout flatteur. Justement, des résultats qu'on peut applaudir de demain. Alors, aujourd'hui, parce qu'accepter, voter, c'est une chose. Et la mise en application en est une autre. Ouais, j'aimerais même en parler. C'est quoi les résultats après l'adoption d'une résolution? Même le Conseil de sécurité a voté une résolution. Il a condamné, il a demandé de cesser les faits. Est-ce que ça a été observé? Justement, c'est ça le problème. C'est là que le bas blesse. Voilà. Je ne sais pas si vous me permettez. Allez-y. Que je parle un peu du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Alors, quels sont les mécanismes même que nous essayons de mettre en place au ministère des droits humains? Il y a plusieurs mécanismes au niveau international. Là, j'ai déjà parlé de la Convention de Genève. La Convention de Genève protège les civils, protège les blessés, protège même, en tout cas, toute personne qui ne participe pas aux hostilités. Il y a les statuts de Rome. Les statuts de Rome, c'est le statut même qui a été à la base de la création de la CPI. Et voilà, c'est-à-dire il y a une réglementation au niveau international qui protège ou qui intervient en cas d'hostilité. Il y a justement aussi la Convention de l'Haye. La Convention de l'Haye réglemente les méthodes de guerre, les méthodes qui doivent être adaptées. C'est-à-dire, on n'attaque pas n'importe qui. C'est-à-dire, on n'attaque pas les civils, on n'attaque pas n'importe quoi, et on n'attaque pas n'importe comment. On n'attaque pas n'importe quoi, c'est-à-dire, on n'attaque pas les biens communautaires. On ne peut pas, comme récemment, quand le M23 attaquait un camp de déplacés, ça ne se fait pas. La République démocratique du Congo a dénoncé cela parce que ça ne se fait pas. On n'attaque pas un camp... un camp des réfugiés, un lieu hospitalière. Tout ça, on n'attaque pas. On ne pille pas les entrepôts humanitaires. Pourtant, ça a été observé. Quand on va sur ce point, c'est sur le point du droit international humanitaire. Mais sur le droit de l'homme, on voit la convention, on voit la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. On voit le pacte international relatif aux droits économiques On voit plusieurs conventions. Sur le plan maintenant, sur les mécanismes qui sont adoptés sur le plan national, il y a la Constitution de la République démocratique du Congo. Récemment, il y a eu la loi qui protège les défenseurs des droits humains. Il y a les cours de tribunaux, il y a les ONG, il y a les activistes des droits humains, il y a même la Commission nationale des droits de l'homme
Alors, voilà pourquoi il y a plusieurs mécanismes. Il y a plusieurs mécanismes qui s'observent en temps de guerre, en temps d'hostilité. Mais comme on l'a dit maintenant, la mise en œuvre. Voilà pourquoi il y a plusieurs écrivains. Il y a un monsieur que je chéris tant, c'est monsieur Eric David, qui a dit que le droit international humanitaire, c'est un beau droit qui interdit, qui réglemente l'interdit de la guerre, mais c'est le droit le plus utopique. Parce que l'application n'est pas au rendez-vous. On peut même dire que c'est un droit théorique, parce que sur le terrain, il y a des graves désolations. Il y a des graves désolations. Ce sont des femmes qui sont violées, ce sont des enfants qui sont tués, ce sont des hommes. En tout cas, c'est plusieurs violations graves des droits humains qui s'observent. Alors là, on a parlé de ceux qui sont victimes. Alors, quelles sont les barrières, sinon de garde-fous que vous mettez en place pour anticiper finalement qu'il n'y ait pas d'abus en ce qui concerne bien sûr les droits humains? Justement, c'est toutes ces résolutions dont j'ai à souligner là. Par exemple, quand la résolution sur la situation des droits de l'homme qui a été adoptée hier par la Commission africaine des droits de l'homme, où on dit que l'État doit faire respecter. L'État a d'abord l'obligation, quand il ratifie une convention portant sur, peu importe le domaine, mais sur le droit de l'homme, l'État a l'obligation de respecter et de faire respecter. Et pour faire respecter, il faut adopter des lois. Il faut adopter des lois. Également, comme je l'ai dit, il y a une loi qui protège tous les défenseurs des droits humains, parce qu'auparavant, il n'y en avait pas. Et on a vu qu'on est activement du mouvement citoyen. Vous savez ce que ça fait. Ils sont passés sur vos télés pour dénoncer tout le temps. Et il y a maintenant un projet de loi qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler sur ça et on espère que ça sera adopté. Un projet de loi qui met le mécanisme maintenant. Les mécanismes de cette protection des défenseurs des droits humains. On est à ce point sur ça. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, à l'Est, ce qui se passe, on peut pas. C'est difficile de ne pas en parler. Il y a des graves violations et c'est même une lourde responsabilité qu'on prend un ministère des droits humains pendant qu'un pays est en guerre. Vous savez ce qui se passe. Venons-en à la question relative aux arrestations arbitraires. Parce qu'en pays démocratique du Congo, on ne sait pas son passé. Comment ça marche et quels sont les mécanismes mis en branle par, bien sûr, le ministère des droits humains pour enrayer carrément, parce que c'est un plan dans l'aide au développement de la justice en République démocratique du Congo. Alors, c'est une question très technique, parce que aussi il y a l'indépendance de la justice, mais quand même, à chaque fois qu'il y a violation ou il y a arrestation arbitraire, on ne cesse pas de les dénoncer, on ne cesse pas de dire, voilà, comme je l'ai dit à un certain moment, nous sommes le conseil. Nous sommes le conseil du gouvernement et on en parle. Moi-même, j'ai un jour été victime d'arrestation arbitraire. Mais je me rappelle, malheureusement, quand j'avais moins de 18 ans et j'étais élève, on nous a arrêtés pendant une marche là, bon, comme on le dit, marche pacifique. On nous a vite pris, nous tous, on nous a mis dans un camion rapide, prison directe. Et pourtant, j'ai mes droits et c'est ce qui a fait même de moi que je puisse porter ça, que je puisse me dire, voilà, je dois défendre les plus vulnérables et on doit tous être acteurs et défenseurs de droits humains. Non, justement, c'est là le problème. Parce que si tous, on doit être acteurs de droits humains, alors on doit d'abord, en amont, être informé et informé. Exactement. Alors, est-ce que vous organisez des séances pédagogiques au sein du ministère pour permettre aux gens de s'y adhérer? Parce que lorsque les gens adhèrent à la philosophie, c'est à ce moment-là que l'on peut éradiquer, je crois, à mon humble avis. Exactement. Même, je me rappelle même le 8 mars. Le 8 mars, on a organisé une activité avec les femmes sur le contexte du droit de la femme, où c'était vraiment une séance pédagogique. On a parlé du droit des femmes et on a souligné aussi ces côtés-là, parce que plusieurs femmes aussi sont victimes de cette arrestation arbitraire. On pense souvent, parce que ce qui médiatise trop, c'est surtout les opposants, c'est surtout les opposants, les activistes des mouvements citoyens. Mais si on va dans les fins fonds, dans les zones rurales, on va voir vraiment qu'il y a un membre de la famille, un chef de la famille qui va se dire à telle dame, il faut la faire arrêter pour sentir que c'est moi le chef. Ou dans des villages, c'est encore plus pire. Et pourtant, le ministère des droits humains ne s'est réussi pas seulement à Kinshasa. Ce n'est pas seulement ce qui se passe ici à Kinshasa ou en capitale qu'on communique. Non, même dans des villages, il y a des graves violations de droits humains. Nous savons dans le système dans lequel nous évoluons, où c'est l'homme, le chef, et c'est-à-dire tout le monde, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, et c'est lui qui en abuse toujours. Et voilà, on essaye. En tout cas, on fait même des visites, on fait même des déplacements sur terrain, dans des villages pour voir
avec les divisions provinciales de droits humains pour voir ce qui se passe réellement et quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place. Tout récemment, on avait assisté à une scène vraiment que l'on ne sait ressasser. Il y a un ministre provincial de la province du Congo central qui s'est illustré à ce genre d'abus. Le ministre s'est mis à s'illustrer pendant qu'il est en train de fouetter un individu selon qu'il aurait nagé à contre-courant de ce que le ministre lui avait dit. Et le ministre a été invincé. Il a quitté le gouvernement de la province du Congo central. Alors, est-ce que le ministre Chambou, la ministre Chambou était au courant de la chose et quelle a été sa réaction lorsqu'elle a appris ce qui s'est passé dans la province du Congo central? Ouais, c'est avec désolation qu'elle a appris cela et il a donné instruction à ce que la personne soit remise dans son plein droit. Là, on essaye, on attend encore parce que à chaque fois, elle essaie de rappeler pour nous. On a besoin d'un bon rapport positif pour que la victime, en tout cas, soit soutenue. Comme je l'ai dit, elle se range toujours aux côtés de la victime. Qu'est-ce qui se passe entre vous, les droits humains, parce que vous avez parlé de l'intérieur de la République. Là, c'est beaucoup plus la tradition qui est en pole position. Vous pouvez dire, mais il y a le droit, la femme peut réagir, on peut porter plainte, mais que faites-vous lorsque il vous arrive de vous confronter à la tradition, la loi du coin? On vous dit qu'ici, la femme ne peut pas hausser les dents, par exemple. Alors, que faire dans ce genre de cas? Ce qu'on essaie de pratiquement ce qu'on fait dans ce genre de cas, on soutient pratiquement en tout cas plusieurs organisations qui œuvrent, plusieurs aspects également, qui œuvrent dans ce genre de lobbying et de sensibilisation. Organiser des ateliers où on va inviter les chefs coutumiers, où on va inviter les leaders communautaires pour leur parler, pour dire et toquer et tirer vraiment les oreilles pour leur dire non, la femme, elle a le droit aussi de prendre parole. La femme, c'est aussi un être humain entièrement constitué. C'est-à-dire, elle a aussi ce droit et personne doit violer ses droits et il doit être respecté dans ces sens. Et pratiquement, quand il y a maintenant des cas de violation dans ces genres de sens, on intervient directement. Soit on appelle l'autorité qui régit ou qui est en charge de droits humains dans cette communauté, dans la province, ou on appelle directement le gouverneur, ou on appelle le ministre de l'Intérieur parce que c'est lui qui gère le gouverneur en province, pour dire et dans telle province, on a enregistré ces derniers temps autant de cas de violation, et c'est qu'il essaye de faire les suivis, mettre la pression, et on attend les retours positifs. Alors, que faites-vous lorsqu'il y a de sévices dans le milieu professionnel? Parce que c'est là aussi le lieu où se déroule beaucoup plus de cas d'abus des droits humains. Dans le milieu professionnel, ça c'est pas faux. Surtout pour la femme, parce que quand ton chef, par exemple même quand il y a un recrutement, on va voir, vous avez toutes les compétences, mais on va voir la plus belle fille, c'est celle qu'on recrute. Ça se passe très souvent, j'espère pas chez vous ici, j'espère chez vous on privilégie la compétence. Alors, en milieu estudiantin, parce qu'on ne peut pas parler de tous les milieux sauf celui-là. Dans le milieu estudiantin, il y a beaucoup de vues qui se déroulent. Est-ce que vous faites une espèce de monitoring en vue de recueillir tout ce qui s'y passe? Ou est-ce que c'est un projet en cours? Il y a des collègues au bureau on essaie de créer des cellules ou des clubs d'étudiants qui sont centrés que sur les droits humains. Dans chaque université, j'espère que c'est un projet qui va continuer, qui sera mis en œuvre. Mais on est en train de travailler, mettre en sorte qu'il y ait des clubs, des étudiants pour faire du monitoring et pour réglementer et à chaque fois documenter les violations ou les abus des droits humains et pour nous les rapporter et faire des suivis avec les chefs et les responsables des institutions. Avec ce qui se passe actuellement dans la partie orientale du pays, la RDC actuellement occupe, je dirais, la pole position de pays où les abus de droits humains respirent bien. Vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Ça me frustre, mais en même temps, pour moi, ça me motive à dénoncer encore plus et à œuvrer pour que la République démocratique du Congo puisse trouver sa dignité même au niveau international. Je suis de Goma, je suis né là-bas, j'ai vu les abus, j'ai été un jour moi aussi victime. Pour moi, je me dis, ça ne peut pas me limiter. C'est en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais et patriote, surtout amoureux de son pays, je me dis, je dois
participer à relever aussi ces défis. C'est pour ça même que je me présente comme défenseur de droits humains, parce que je me dis, on doit bosser grave, on doit bosser dur pour relever ce genre de défis et inviter les autres Congolais, les autres jeunes comme nous, parce que nous sommes quand même nombreux, à emboîter les pas et continuer. Et on espère en tout cas dans l'avenir vivre dans un Congo, dans un pays où le droit des citoyens congolais sera respecté, où la vie des citoyens congolais va compter aussi. Que comptez-vous faire dans le jour à venir? Vous comptez organiser une association, en créer une, ou carrément faire le cavalier solitaire? C'est-à-dire que vous êtes là en tant que défenseur de droits humains et puis c'est fini comme ça. C'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, on vous sollicite, ou bien vous comptez élargir les champs, question de permettre aux autres de pouvoir intégrer pour que vous réfléchissiez ensemble. Très bonne question, justement, j'essaie de les dire, je profite de les dire, j'étais coordonnateur d'une association que nous avons créée avec des amis. C'était pendant quand j'étais à l'université. Ça s'appelle La Voix des Jeunes pour la Paix. J'étais coordonnateur pendant 4 ans. Et je suis membre de plusieurs organisations. J'ai participé parce que j'ai cette envie-là d'apprendre tous les jours et de comprendre ce qui se passe, parce que je suis aussi jeune, mais je dois aussi apprendre pour acquérir plus d'expérience et comprendre les défis et établir même, se dire voilà, ma mission prochaine sera ça. Mais pour l'instant, on préfère poser des bases qui auront un impact sur le terrain, et pour voir si peut-être dans 5 ans, voire dans 10 ans, on peut aussi être capable de prendre des responsabilités et dire voilà, il y a eu telle erreur, telle place, on ne voudrait pas que ça se répète. Mais bon, comme la question a été posée, je suis vraiment ouvert. D'ailleurs, je suis un ami des jeunes. On m'appelle à Goma un ami des jeunes. Et voilà, c'est toujours, ça me chérit toujours quand je suis avec les autres, quand on parle des défis de la République démocratique du Congo. Mais on espère vraiment, on va bosser dur, et on espère vraiment redonner à la République démocratique du Congo ses valeurs et sa dignité. Et ça passe, l'eau coule facilement sous le pont lorsque vous essayez d'aborder ces sujets, en différents sujets relatifs aux droits humains avec le jeune? C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce qu'il faut d'abord comprendre. Et on est entre jeunes, deux fois même, heureusement ici vous m'avez, le fait même de me présenter à votre télé, c'est un droit de l'homme. Accès à l'information, c'est un droit reconnu à l'être humain. S'exprimer, la liberté d'expression. Ouais, c'est ça, c'est un droit de l'homme. Et malheureusement, c'est un défi aussi, parler des jeunes de droits humains, parce que c'est même un ministère récent. Et on se rend compte que voilà, les citoyens congolais n'est pas même en connaissance de ce droit. Et voilà, tout le temps, c'est-à-dire... Voilà, on essaie de faire cet exercice-là intellectuel et ça avance quand même mieux. Alors, entre le jeune garçon et fille, qui sont le plus réceptifs quand vous parlez de droits humains? Les deux. Hein. Parce que moi, personnellement, quand on intervient par exemple dans le milieu estudiantin, en tout cas les deux sont grave réceptifs. Mais ceux qui s'engagent plus, ce sont les femmes. Alors, que faire à la fin pour que le paradigme change, c'est-à-dire tout Congolais puisse non seulement connaître, respecter et faire respecter les droits de l'autre? Il faut former, il faut informer, il faut travailler sur la sensibilisation pour changer la mentalité des citoyens congolais. Donc, en vous entendant parler, vous voulez insinuer que la mentalité serait à la base du blocage de cette connaissance, une reconnaissance de droits humains. Sans nul doute, il faut vraiment travailler sur ça, la mentalité de citoyen congolais. Il faut changer le citoyen congolais. Parce que, je ne vais pas pointer du doigt, mais en grande partie, on voit que quelque part, il y a même des règles qu'il faut appliquer. Il y a même, parce que c'est comme on l'a dit, la République démocratique du Congo ne souffre pas des textes juridiques. Il y a des lois, mais pourquoi elles ne sont pas respectées? Je pense qu'il faut toucher sur la mentalité, il faut toucher sur le citoyen congolais. Et au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est là qu'on légifère. Ouais. Quelle démarche, je crois que ça serait la dernière question, quelle démarche vous avez déjà entreprise au fin de bouger le ligne? Par exemple, dire au président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, voici ce que nous avons recensé comme problème et voici ce que nous attendons de vous. Oui, justement, ça, nous sommes en collaboration directe, en tout cas la ministre elle est en collaboration directe avec les députés qui passent tout le temps, je vois tout le temps, en tout cas elle organise des réunions avec les députés pour parler de la situation des droits de l'homme et faire voter même des lois. On propose, c'est pour ça même j'ai dit, il y a un projet de loi qui est en train de mettre en œuvre les mécanismes de protection des défenseurs des droits humains. C'est-à-dire à ce point-là, nous sommes en très bonne relation avec nos très chers représentants à l'Assemblée.
Ce fut un plaisir d'être en face de vous pour parler République démocratique du Congo dans ce domaine aussi complexe qu'est les droits humains. Yannick, merci d'avoir accueilli notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci de m'avoir accueilli dans votre local. Ce fut un plaisir de vous présenter ces énième numéros de votre magazine qui est revenu comme cela sur la situation de droits humains en République démocratique du Congo, essentiellement dans la partie orientale du pays des Lumba qui continue de faire parler parce que vous savez, la guerre qui est civile dérange les Congolais qui habitent le coin et il y a différents parce qu'on a recensé plusieurs cas d'abus en ce qui concerne le droit humain. C'en est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver prochainement, j'allais dire incessamment souper avec un nouvel invité avec qui nous allons revenir sur un nouveau dossier qui mène le pays des Lumba.